Bonjour à tous et bienvenue sur ce Tech Lab par Newload, dédié à la détection et la réponse étendue, l'XDR. Je suis Xavier Gruot, je suis le CTO de Newload et je vais vous accompagner sur ce Tech Lab. Alors en introduction, qui est Newload? Newload, c'est un intégrateur d'infrastructures de cybersécurité et fournisseur de services managés en cybersécurité. Nous sommes capables de vous accompagner au travers de vos différents projets de cyber, en commençant par l'étude des besoins, la veille technologique, le design d'architecture, la fourniture des matériels et des logiciels d'infrastructures de cybersécurité, l'intégration de ces derniers au sein de votre système d'information. Nous avons des équipes de développement, c'est une de nos spécificités pour vous accompagner sur la partie DevSecOps. Nous sommes capables effectivement aussi de faire le transfert de compétences sur les différentes solutions et vous appuyer sur la partie maintien en condition opérationnelle au travers de nos services managés. Alors, en agenda de ce Tech Lab, nous venons de voir qui était Newload, nous allons discuter un petit peu de la notion d'XDR, exprimer les points communs et les différences entre les SIEM, les XDR et la partie SOAR. Puis nous allons voir quels sont les acteurs présents dans ce Tech Lab, pour finir ensuite par la partie démonstration de la partie XDR d'une part, mais aussi de la partie automatisation sur la partie SOAR. Alors commençons par l'XDR. Aujourd'hui, la plupart des éditeurs ont une forte tendance à converger vers de l'XDR, à savoir les acteurs historiques de l'antivirus, de la protection du poste de travail, qui sont transformés en plateforme EDR, vont vers l'XDR pour pouvoir ajouter du contenu supplémentaire sur leur plateforme. D'autres acteurs issus de l'analyse de comportement, eux aussi, vont migrer vers du CIEM Next Generation de la partie XDR. Les acteurs historiques qui faisaient du data lake, du CIEM, eux aussi vont vers l'XDR. Et puis finalement, les acteurs qui étaient issus des plateformes de protection web, de plateformes firewall, VPN, etc., eux aussi vont avoir une tendance naturelle à aller soit faire des acquisitions dans l'univers de XDR, soit aller vers l'XDR. Le sens de tout ça, c'est de se dire que globalement, les informations vont converger, vont apporter du contexte multi-solutions pour pouvoir comprendre quand on a une problématique qui nous est exposée, quel est le contexte, pourquoi on en arrive là, et pas juste avoir des informations qui nous sont remontées par des plateformes uniques et n'avoir qu'une fenêtre de vision sur cet incident biaisé au travers de cette solution de sécurité, mais corréler toutes ces informations, faire l'analyse de comportement au sein de la partie XDR. Si on doit aujourd'hui, de manière très pragmatique, faire un point sur ce que fait le CIEM, ce que fait le SOAR et quels sont les points communs avec la partie XDR, historiquement, le CIEM, c'était une plateforme qui était plutôt dédiée à faire du data lake, donc collecter des données et stocker tout un ensemble de données au sein d'une infrastructure de stockage, faire de la corrélation d'informations, hein, globalement prendre des informations, des règles qui vont s'appuyer sur ces données stockées et puis faire de la corrélation d'informations pour pouvoir essayer de ressortir des incidents de cybersécurité. C'est assez pratique du fait de la collection de logs pour le stockage des logs bruts, mais aussi pour pouvoir sortir des rapports de conformité sur je sais pas, du Sarbanes-Oxley, du PCI DSS, des choses comme ça. De l'autre côté, la partie SOAR, qui s'occupe de la partie orchestration et automatisation des incidents de sécurité, qui avait pour but de s'appuyer donc sur plusieurs plateformes externes et d'orchestrer des scénarios, hein, ce qu'on appelle des playbooks, d'exécution pour pouvoir faire des actions suite à des incidents détectés par l'infrastructure de cybersécurité. Et au milieu de tout ça, on retrouve l'XDR qui a pas mal de points communs sur avec la partie SIEM, notamment sur la partie data lake, la collecte de logs, l'alerte, etc., la corrélation, mais qui va rajouter une brique supplémentaire sur l'analyse comportementale. C'est un petit peu le sens de ce qu'on disait juste avant sur la convergence des plateformes, donc de l'analyse comportementale, rajouter de l'intelligence artificielle, rajouter du machine learning, ok, pour pouvoir détecter non pas uniquement par règle, mais aussi par déviance de comportement, voilà, un incident qui se produit ou une action qui se produit à un instant T mais qui s'est jamais produit par le passé est peut-être un indicateur d'un potentiel incident de sécurité. Ce qui est assez intéressant dans la partie XDR, c'est que globalement les acteurs du XDR aujourd'hui sont pour une grande majorité des acteurs qui sont cloud native, qui ont été créés dans le cloud, ce qui offre globalement une grande flexibilité en termes de scalabilité, d'augmentation de la taille de base, de corrélation, de développer des interfaçages assez rapidement avec d'autres acteurs de l'univers de la cybersécurité. Et puis effectivement, au sein de l'XDR, on trouve aussi la partie orchestration. Donc on a récupéré la partie SOAR au sein de l'XDR avec les mêmes modes de fonctionnement que ce qu'on connaissait auparavant. Premier acteur dans ce Tech Lab sur la partie XDR,
on a fait un choix, prendre comme acteur Exabim, qui est un acteur qui fait effectivement du CIEM Next-Gen, de la partie XDR, et qui ne fait que ça, à la différence de beaucoup d'acteurs qui sont issus pour certains de l'EDR, qui vont aller vers la partie XDR. Donc l'intérêt d'une genre de plateforme qui est un peu en mode Open XDR, c'est effectivement être ouvert à beaucoup de choses. Il doit faire le lien, il est condamné à faire les choses correctement. Donc il collecte effectivement depuis énormément de sources, donc des sources réseau, des sources postes de travail, des sources système, des sources cloud, des informations qui vont être stockées dans le data lake au travers effectivement de ces cloud connectors qui vont aller récupérer aussi les données à l'extérieur. Toutes ces informations, une fois qu'elles sont ingérées par le data lake, vont être exploitées par la partie intelligence, donc c'est la partie en vert qui est effectivement toute la partie corrélation, la partie machine learning, intelligence artificielle, qui va être capable de s'appuyer sur ce data lake, de collecter les informations qui semblent utiles pour pouvoir analyser le comportement des collaborateurs et des machines, et ressortir, une fois que l'intelligence s'est passée sur ces données-là, ressortir des incidents de cybersécurité euh, voilà, qui sont extraits par cette intelligence. L'idée étant, dans la partie bleue derrière, d'orchestrer des incidents, des réponses à incidents en s'appuyant potentiellement sur les plateformes de sécurité qui sont déjà en place au sein du système d'information, mais aussi pouvoir potentiellement aller s'interfacer avec des plateformes de ticketing pour pouvoir faire de l'assignation de tickets à des équipes de cybersécurité, etc. Alors, Netscope. Netscope, c'est un acteur de l'univers du SASI, hein. C'est une plateforme qui regroupe plus de 50 data centers étalés un peu partout dans le monde, dans les endroits stratégiques, qui est orienté sécurisation des usages web et de la donnée, et sécurisation des utilisateurs. L'idée, c'est que vous avez une plateforme de management unique qui permet d'administrer tous ces data centers, hein, pas besoin de se connecter sur chacun d'entre eux. Et historiquement, Netscope, c'était un acteur du CASB, donc la partie que vous voyez en violette, donc, ils s'interfaçaient via des API avec des acteurs de l'univers des applicatifs SaaS, hein, type Office 365, Google Suite, ServiceNow, etc. Et qui a évolué pour ajouter des fonctions inline, la partie orange, donc en rajoutant des fonctionnalités de Secure Web Gateway nouvelle génération, Cloud Firewall, du RBI, du sandboxing, etc. Ce qui permet au passage de faire la sécurisation des flux HTTPS, hein. Aujourd'hui, on a plus de 80% des flux qui sont des flux chiffrés. Donc, on est capable de faire avec la solution Netscope du déchiffrement SSL pour pouvoir voir ce qui se passe en termes d'échange entre les sites web et les utilisateurs, à la fois dans l'univers ascendant et dans l'univers descendant. On est capable de s'en servir pour voir s'il n'y a pas des choses malicieuses qui descendent sur le poste de travail. Et de la même manière, on est capable de voir aussi ce qui monte vers ces data centers, typiquement voir s'il n'y a pas des données confidentielles qui seraient en tentative d'upload vers ces data centers. Donc l'idée, c'est effectivement une plateforme de sécurisation du web qui fait l'analyse comportementale de l'utilisateur, du RBI, des choses comme ça, qui protège les travailleurs qui soient au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, hein. Aujourd'hui, le périmètre de sécurité de l'entreprise est plus suffisant puisque vos données sont à l'extérieur dans des applicatifs SaaS, vos utilisateurs sont à l'extérieur chez eux dans leur canapé pour travailler ou chez des partenaires ou en déplacement, et donc ne passe plus par ces solutions de sécurité périmétrique. Donc voilà, effectivement, on sécurise ses utilisateurs et puis quel que soit le terminal depuis lequel ils se connectent, hein, qu'ils se connectent depuis leur PC professionnel, depuis leur PC personnel en BYOD parce qu'il y a des fonctionnalités de reverse proxy, qui se connectent depuis leur mobile parce qu'ils sont interconnectés avec les data centers en Netscope en VPN, bref, quelle que soit la plateforme depuis laquelle ils accèdent à du contenu webisé. Protection des applicatifs cloud managés, hein, que ce soit Office 365, Google Suite, toutes ces fonctionnalités continuent d'exister. ServiceNow, voilà, des plateformes aussi IaaS, PaaS, type Azure, GCP, AWS. Il y a une force aussi chez Netscope, c'est la capacité de faire de l'analyse des plateformes SaaS pour pouvoir faire un scoring, donc de faire du CSPM, du SSPM, pour pouvoir donner du scoring à des applicatifs SaaS, pour pouvoir vous permettre de faire de l'analyse un petit peu ce qu'on veut faire les utilisateurs et aussi de bloquer leur usage sur les applicatifs SaaS qui seraient potentiellement les moins sécurisés. Voilà, protection du shadow IT aussi, hein, typiquement tous les WeTransfer, ZipShare, etc., les webmails personnels. Vous êtes capable aussi de détecter les instances dans Office, par exemple des instances d'Office personnelles, des instances d'Office professionnelles, puis même au sein des instances professionnelles, détecter si c'est bien votre instance corporate ou si c'est une instance d'un partenaire, par exemple. Assez pratique. En bleu ciel aussi, vous avez la partie ZTNA, hein, l'accès à des ressources qui sont en interne via ce qu'on appelle des publishers, qui sont des applicatifs qui sont posés sur des endroits stratégiques et qui vous
enfin, qui permettent aux utilisateurs, tout en assurant le filtrage par utilisateur, par groupe, par application, etc., enfin vraiment de faire du ZTNA, de leur offrir un accès tout en s'appuyant sur le POP local, enfin le plus proche de là où ils se situent, pour accéder à ces ressources. Ok, et puis des fonctionnalités de DLP avancées, on y reviendra dans la démo, mais effectivement c'est une des grandes forces de Netscope. Donc l'intérêt de Netscope aussi, c'est d'être capable d'aller assez loin, hein, de faire l'analyse, du décodage des données qui transitent. Donc enfin, on peut aller très très loin, hein, faire l'analyse du JSON, du XML, des REST API, etc. On est capable de faire l'évaluation de posture aussi du poste. On est capable de différencier donc les instances, on en a parlé. Et puis de faire la DLP sur ce qui est data in motion, donc effectivement au travers de la partie proxy, typiquement la partie inline, et puis du data at rest au travers des API, voir s'il n'y a pas des choses qui traînent sur vos applicatifs SaaS corporate et qui ne devraient pas être hébergés à l'extérieur de l'entreprise. Donc Sentinel One, hein, qui est une plateforme connue du monde de l'EDR, qui n'est pas un antivirus évolué, hein, qui a été créé nativement comme étant de l'EDR, géré dans le SaaS, etc., qui ne fonctionne pas du tout par modèle de signature, hein, à la différence des antivirus classiques, qui fonctionnent uniquement par analyse comportementale, qui permet de détecter effectivement un code, à la différence des codes qui sont explicitement malicieux et des codes qui sont explicitement pas identifiés comme étant malicieux, donc qui semblent propres. Effectivement, on est aussi dans cette zone grise où on détecte les codes qui peuvent être potentiellement malicieux et regarder tout leur comportement, tout leur cycle de vie pour pouvoir retracer leurs actions, s'ils font appel à des bibliothèques qui sont connues ou suspicieuses, voilà, des fonctionnalités type packer, des fonctions de timer, des choses comme ça, des fonctions de détection de sandbox, enfin bref, le comportement vraiment du malware, les librairies qui sont réputées pour être malicieuses qui sont utilisées, et toute cette histoire, toute cette historique est conservée en mémoire au sein de Sentinel-One pour être capable, une fois que potentiellement un code est allé au bout de son exécution, rembobiner et donc remettre en état la machine en retirant les process qui ont été créés en mémoire, en restaurant les clés de registre qui ont été créées ou modifiées, en supprimant les fichiers qui ont été créés ou en restaurant ceux qui ont été modifiés. Bref, remettre la machine potentiellement dans un état remédié, hein, un état tel qu'il était à l'origine. Et ceci, même si vous avez des processus qui s'enchaînent, hein. L'histoire, c'est que vous pouvez stocker ça sur enfin, sur des durées de temps importantes. Et si vous avez, je ne sais pas, 10 processus qui semblent être corrects, mais que le 11e est malicieux, et ben là, on va remonter toute la chaîne de ce qui s'est créé pour pouvoir remonter ce qu'on appelle la storyline d'un code malicieux qui vous permet d'interpréter. Si vous avez besoin d'entrer dans le détail, vous savez exactement quelles sont les actions qui ont été mises en place. Mais si vous voulez faire appel uniquement au plan de rémédiation de la machine, hein, qui est assez simple, hein, généralement, c'est effectivement euh, l'héritage de l'ancien antivirus qui est du kill and quarantine, mais on peut aller aussi déconnecter la machine, hein. Typiquement, on active toutes les fonctionnalités de firewall de la machine, on l'isole vis-à-vis de ses petits camarades qui sont sur le même réseau pour éviter qu'il y ait du transfert latéral, hein, du mouvement latéral. On peut aller faire un clean-up du système, on peut la remettre dans un état initial en utilisant par exemple les shadow copies pour pouvoir restaurer les fichiers corrompus. Il y a des fonctionnalités de Rogue Discovery aussi pour aller voir s'il n'y a pas des machines sur le réseau qui ont un comportement suspicieux autour de la machine en question. Voilà, pour détecter typiquement voilà, les PowerShell post-exploit, les ransomware évolués, enfin toutes ces choses-là qu'on peut détecter sur les postes de travail et de faire une cartographie finalement des menaces, l'historique d'attaque, etc. On peut aller même un peu plus loin, hein. Il y a des options qui permettent de conserver pendant beaucoup plus longtemps tous les process en mémoire pour même ceux qui n'ont pas été identifiés comme étant dans cette zone grise malicieuse ou pseudo-malicieuse ou potentiellement malicieuse pour pouvoir conserver ça en mémoire et faire des recherches avec des correspondances, faire du threat hunting, la recherche d'IOC, des fonctionnalités un peu sympas, aller recroiser avec le framework Mitre pour savoir exactement ce qui s'est passé pour pouvoir même très longtemps après remonter une attaque et puis comprendre ce qui s'est passé au sein de son système d'information. Dernier acteur de ce Tech Lab, Okta, hein, qui est un acteur de l'identité as a service, qui cumule pas mal de fonctionnalités intéressantes, hein. Donc il fait effectivement les grands classiques, le single sign-on, le MFA, on fait du MFA contextuel, c'est intéressant en fonction de la zone géographique depuis laquelle l'utilisateur se connecte potentiellement, le contexte réseau, le contexte device, voir le contexte applicatif pour pouvoir appliquer effectivement en fonction de si l'utilisateur se connecte depuis une machine maîtrisée ou une machine non maîtrisée, déclencher une authentification un peu plus renforcée par exemple.
ou si l'utilisateur se connecte depuis une zone depuis laquelle il n'a pas l'habitude de se connecter, là aussi, déclencher l'authentification un peu plus évoluée. Et effectivement, une grosse fonctionnalité d'Okta, c'est d'être capable de générer une sorte d'annuaire universel, de méta-annuaire, hein, dans lequel il référence toutes les identités qu'il peut récupérer sur plein de plateformes tierces, des serveurs LDAP, des serveurs AD, des serveurs Salesforce, etc. Et tout ça consolidé dans une seule et même plateforme d'identité. Beaucoup d'interactions avec Okta, avec des applicatifs tierces, hein, donc tout ça c'est natif au produit, qui permettent notamment de gérer en fait le cycle de vie du collaborateur au sein du système d'information, hein, depuis le jour de son arrivée ou dans une optique toujours ZTNA, par exemple, lui provisionner les comptes uniquement sur les applicatifs auxquels il doit accéder, les différentes plateformes SaaS internes et compagnie. Pendant son évolution au sein de sa carrière dans l'entreprise, en fonction de ses changements de poste, de ses changements de service, être capable de lui réaffecter les ressources auxquelles il doit accéder, il doit pouvoir accéder, et puis de retirer les accès sur les plateformes auxquelles il ne doit plus accéder, jusqu'au jour de son offboarding, hein, quand il quitte la société, sur lequel c'est un des plus gros problèmes, généralement, quand un collaborateur quitte l'entreprise, s'assurer qu'il n'a plus accès à aucune des plateformes de l'entreprise, voilà, qu'on a bien déprovisionné tous ses comptes à gauche et à droite. Donc ça fait partie effectivement du cycle de vie du collaborateur. On interface d'ailleurs souvent Okta avec des systèmes de SIRH pour pouvoir, le jour de son départ, désactiver tous ses comptes sur toutes les plateformes. Et c'est l'intérêt d'avoir énormément d'intégration avec des plateformes tierces du marché. Alors nous allons partir maintenant sur la partie lab, sur la partie XDR. Donc voici mon infrastructure d'entreprise assez classique, hein, sur lequel on va retrouver un iPhone, c'est mon iPhone considéré comme corporate, hein, qui est géré potentiellement par un MDM, sur lequel on a déployé le profil utilisateur pour qu'il soit interconnecté en VPN avec l'infrastructure Netscope et qu'on ait déployé potentiellement l'agent Sentinel-One, hein. Bon, dans mon exemple, là, j'avais pas besoin de le faire, donc je ne l'ai pas fait. Néanmoins, on a aussi le PC corporate, hein, sur lequel on a effectivement l'agent Sentinel-One qui est déployé, l'agent Netscope qui est déployé, euh, donc voilà, les flux web vont passer au travers des data centers Netscope. Le Okta que vous voyez sur la gauche dans le schéma qui va faire la gestion de l'authentification du SSO, l'utilisateur, le provisioning des utilisateurs et des groupes au sein de Netscope pour pouvoir gérer vos règles avec vos usages. En haut à gauche, vous avez effectivement les applicatifs type Office professionnel, corporate, Box, qui est une plateforme dans mon exemple, qui est une plateforme d'échange de données avec des partenaires, mais qui est une plateforme considérée comme étant corporate, et puis les usages Internet, hein, tel que vous avez pu le voir classiquement si vous avez participé à mon Tech Lab sur la partie SSEDR. Vous avez donc dans cette maquette, vu que c'est l'XDR, une surplateforme qui vient collecter des données, c'est Exabim, hein, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, qui vient collecter des données depuis ces différentes plateformes, donc qui va récupérer des logs, qui va se connecter avec les API, etc., pour récupérer du contenu sur les activités des utilisateurs, des devices, etc. Et puis de la même manière, au travers de ces API de réponse, et on verra dans la partie SOAR, est capable d'orchestrer des réponses sur ces différentes plateformes pour aller voilà, répondre aux incidents, voilà, dérouler des playbooks. Donc voilà, ça c'est mon environnement de démo, sans oublier une petite partie, la partie BYOD, sur lequel effectivement on a des usages directs avec Internet, mais parfois on a aussi des usages qui vont être appuyés sur l'infrastructure Netscope, dans le cas d'utilisation de reverse proxy par exemple, pour accéder à des applicatifs professionnels depuis une ressource personnelle en utilisant des redirections, hein, via l'IDP Okta, on peut faire des redirections sur certaines applications pour pouvoir les rediriger vers le reverse proxy Netscope. Voilà, ça c'est la partie usage au travers du reverse proxy. Alors on va parler un petit peu de mon scénario. Donc je pense que la photo parlera à tout le monde, hein. Donc ce sont mes suspects habituels, mes utilisateurs IT, les pires d'entre tous, hein. On a effectivement le premier qui est l'utilisateur insouciant, qui a un mot de passe partagé, qui partage avec ses camarades ou qui laisse un petit post-it traîner. Le deuxième qui est l'utilisateur exploité, qui s'est fait hameçonner, sur lequel ses credentials peuvent être utilisés par quelqu'un d'autre. Le troisième qui est un ancien utilisateur, mais on n'a pas géré son cycle de vie quand il a quitté l'entreprise, il a toujours des comptes. Et puis le dernier qui est le plus gentil de tous, hein, qui lui, pour le coup, est vraiment l'utilisateur malicieux, qui va avoir pour but de faire, lui, du vol de données, hein. On va expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc notre suspect, c'est Roger Kint.
Bah, il est informaticien, comme tous les informaticiens, il a accès à plein de choses au sein de l'entreprise, c'est génial. Ça fait 8 ans qu'il est dans la société, donc en plus il maîtrise pas trop mal le système d'information. Il a un manager qui s'appelle Kaiser Soze voilà, pour les connaisseurs. Et donc lui, d'un point de vue risque, il présente un risque élevé. Ok. Alors j'ai imaginé une timeline de ce qui se passe dans sa tête à notre Roger. Bah, notre Roger, il a eu un événement dans sa carrière il y a quelques temps, un événement déclencheur. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être la non-obtention d'une augmentation, ou il a demandé une voiture de fonction, il ne l'a pas eu, ou il voulait une promotion et puis c'est son petit camarade qui l'a eu. Bref, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête qui fait qu'il est, bah, il commence à passer dans une position d'insider où il va avoir pour volonté soit de récupérer des données et de mettre ces données à profit, soit de saboter le système d'information, bref, de commencer à avoir un comportement douteux. Donc souvent, dans ce genre de cas, la première démarche est d'aller rechercher sur des sites de recherche d'emploi type Indeed, Glassdoor, enfin bref, j'ai pris quelques exemples d'ICE, etc. D'aller chercher un nouveau boulot. Et puis notre petit camarade Roger, à un moment donné, va aller chercher des données sur des sites, des drives corporate, donc des données un peu confidentielles potentiellement. Il va essayer de les sortir au travers de Drive en utilisant du Shadow IT. Alors j'ai pris l'exemple de WeTransfer dans ma maquette, hein. J'ai pas tout démontré, vous le verrez, mais en tout cas il y a pas mal de choses qui apparaissent dans l'usage. Et puis à un moment donné, il va essayer de se reconnecter sur des plateformes type corporate, type Box, type Drive, SharePoint Pro, mais il va se rendre compte que finalement, il n'a pas les droits qui vont bien. Voilà, c'est pas lui, c'est un de ses camarades qui a les droits sur ces plateformes-là. Du coup, bah, dans sa tête, il va se demander, vu qu'il est dans un mode insider, comment il va pouvoir faire pour obtenir des droits supplémentaires. Donc, bah, il va aller regarder sur YouTube. C'est bien fichu, YouTube, ça permet d'aller faire des recherches sur plein de choses, hein, des recettes de cuisine, mais aussi aller savoir comment on va pirater son petit camarade au sein de son équipe. Donc il va regarder plein de vidéos, comment chercher les mots de passe, faire du piratage, etc. Et à un moment donné, il va arriver, évidemment s'il est doué dans ses recherches, il va arriver sur Mimikatz, hein, la petite icône rouge ici, qui permet effectivement d'aller récupérer des credentials au sein d'annuaire hein, de l'AD. Voilà. Bon, la démarche habituelle, alors je manque un peu d'imagination pour tout vous mettre, mais la démarche habituelle fait qu'à un moment donné, comme il n'aura pas forcément ce qu'il veut, il va avoir un comportement de plus en plus douteux, aller sur des sites de plus en plus douteux, et puis arrive ce qui devra arriver. À un moment donné, il va se retrouver sur un site sur lequel il va récupérer un code qui pensera être quelque chose de légitime pour son usage, hein, qui est pour le coup illégitime. Voilà, il va déclencher un malware, il y a une charge qui va se mettre en place, et puis ben, son EDR va l'arrêter. Voilà. Alors là, le problème quand on a des plateformes uniques, finalement, c'est que ce sont des incidents uniques, hein. Si on regarde un usage DLP, tenter de faire sortir une donnée sur WeTransfer, ça va déclencher au niveau du proxy une alerte unique. Ok, fine. Le fait d'aller regarder des vidéos, ça peut ou pas déclencher des alertes sur le comportement. Le fait d'utiliser Mimikatz, bah, ça va déclencher le fait que votre DR va, en l'occurrence SentinelOne, a détecté ça comme un hacking tool, mais c'est pas très très grave, c'est un incident unique. Et puis le fait qu'il y ait un malware à la fin, c'est un incident unique. Donc l'idée, c'est rajouter du contexte et de l'histoire dans tout ça, qui vous permettra à vous non pas de vous connecter sur une interface Sentinel-One et voir qu'il y a un incident d'un malware qui a été déclenché, et puis c'est pas grave, vous faites une rémédiation, mais de vous dire qu'il y a quand même toute une démarche derrière malicieuse, et que c'est une histoire qui se monte finalement, hein. C'est avoir toute cette timeline de ce qui se passe votre camarade Roger. Alors nous voilà connectés sur l'interface Exabim, dans laquelle on va voir d'une part les utilisateurs notables hein, sur une période de temps, les assets notables. Il faut bien comprendre que on peut avoir des collaborateurs qui ont un comportement suspicieux et des machines qui ont un comportement suspicieux. Des utilisateurs qui ont été flagués, hein. Roger, chaque année, il nous fait sa crise aux alentours de Noël, du coup on le flague d'un point de vue comportement en disant bah, cet utilisateur me pose un problème. On peut aller faire des recherches sur des risques scores. Il faut bien comprendre qu'on additionne les risques scores par rapport à des comportements. Donc là, effectivement, par exemple, Roger a un risque score global de 426 qui est très élevé. Je peux faire une recherche en me disant quels sont les risques scores qui me sont provisionnés par Netscope au-dessus de 20. Donc là, j'ai toutes les sessions. Donc une session, c'est à partir du moment où l'utilisateur se log sur son PC jusqu'au moment où il se délogue de sa machine, avec le score qui correspond sur la droite. Donc on a fait une grosse session avec Roger sur lequel il a eu plein de comportements à risque. Donc voilà toutes les notes qu'il a eues sur son comportement, les événements classifiés par catégorie de ce qu'il a pu faire, éventuellement les alertes, donc le risque score, les alertes remontées, les comptes sur lesquels il s'est connecté, s'il a changé d'utilisateur, s'il a fait des upgrades de session, des changements de compte, etc., des sudo, des choses comme ça. Bref, tout ça est répertorié au sein de la recherche directement depuis les recherches. On peut rajouter derrière des tags si on veut pour pouvoir affiner la recherche et obtenir l'information dont on a besoin.
Ensuite, si on retourne sur son dashboard, on a effectivement mes incidents. Donc je vais aller regarder un peu les incidents de Roger. Donc j'ai tout un contexte qui m'est remonté, voilà, avec des informations qui sont classifiées par Exabim en me disant voilà, c'est du data exfiltration, c'est une analyse de comportement. Après, des informations qui me sont remontées sur les techniques mitres potentiellement qui ont été utilisées, voilà, quelques informations remontées. J'ai les informations, je sais que c'est Roger, donc du coup je vais aller voir Roger. Ok, j'ouvre mon onglet sur Roger pour prendre du contexte. Hop, donc, Roger. Alors l'intérêt, c'est que d'un point de vue administrateur sécu, on a du contexte, on sait que c'est Roger, on connaît éventuellement son patron, on peut avoir un peu de contexte sur les incidents qui sont liés à Roger, on peut voir son analyse sur une période de temps donnée. Donc par exemple, là, on voit que son risque a augmenté au fur et à mesure, hein. Il y a eu plusieurs sessions. Quand on a un petit plus, c'est qu'on a plusieurs sessions dans la même journée. Et puis, on va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé sur cette journée du 9 octobre. Donc là, effectivement, il a des risques scores qui ont été accru, donc qui augmente de manière assez drastique, mais on y reviendra par la suite. Donc maintenant, je vais directement sur la partie timeline. Donc je remonte dans l'incident, donc on voit que Roger, il s'est connecté, très bien, il a eu un succès sur sa connexion, donc c'est bien un utilisateur qui s'est bien authentifié, c'est pas un faux utilisateur. Sur la droite, on voit qu'il y a un risk transfert depuis les dernières sessions, c'est-à-dire que la session d'avant, il avait déjà posé des problèmes. Donc là, on remonte, on a tout l'historique de ses accès aux fichiers, etc. Et on est capable d'appliquer directement un filtre sur ce qui nous est affiché, de façon à être capable de nous montrer que les informations qui nous intéressent, celles qui présentent un score, etc. Donc sur cette session unique, il a eu un score de 203. Donc on récupère le score de la dernière session, comme je disais, on regarde l'historique, il a fait quelques actions qui nous posent problème, et puis on peut aller jeter un petit coup d'œil, donc il y a les informations qui sont montées depuis Netscope, ok, donc là on peut rentrer un petit peu dans le détail, voir ce qui s'est passé, etc. Pareil depuis Sentinel-1, sur lequel on a des informations qui nous sont montées. Donc quand je vais regarder dans Netscope, il a récupéré une fois 25, une fois 50 par rapport à son comportement, il est allé chercher sur un site Gentil Kiwi, qui est celui qui crée le, le code Mimikatz. Ensuite, sur Sentinel-1, on se rend compte qu'il n'a pas réussi au travers du proxy, mais il a quand même réussi via une clé USB à récupérer Mimikatz et à l'exécuter sur sa machine. Donc tout ça, ça nous fait monter le risque score de notre collaborateur, et puis on se rend compte derrière dans les sessions qu'il a fait d'autres choses sur les sessions suivantes, etc., qui ont fait potentiellement exploser son score. Ok, donc tout ça, ça apporte du contexte sur notre camarade Roger, et donc du coup, quand on remonte à l'incident, après, on pourra déclencher potentiellement un plan d'action. Alors maintenant que nous avons vu un peu comment ça se passait au niveau XDR et comment ces incidents permettent d'augmenter le risque score de notre collaborateur Roger pour pouvoir détecter un comportement, enfin une timeline suspicieuse finalement, on va se poser la question de savoir si l'histoire pourrait se finir autrement, hein. Aujourd'hui, une fois qu'on a sorti l'information de l'XDR, c'est un collaborateur qui va passer sur incident et décider d'un plan d'action. Mais peut-être qu'on pourrait se servir de l'orchestration, de la partie SOAR, et déclencher des playbooks pour pouvoir potentiellement mettre en place des rémédiations automatisées pour au moins contenir le collaborateur dans son activité pour éviter qu'il ait un comportement plus malicieux, ou en tout cas lui bloquer les accès à des ressources. Donc on va revenir un petit peu dans l'histoire. On est avec notre Roger qui a eu toutes ces activités qui posaient problème en termes de DLP, etc. Il déclenche le Mimikatz. Et puis on pourrait imaginer que dans notre orchestration, à partir du moment où il obtient un risque score assez élevé, il va avoir des choses qui vont se passer au sein de l'XDR qui va créer un incident et du SOAR, donc un playbook qui va se déclencher automatiquement. Donc rappelons-nous que nous avons l'Exabim qui est interfacé avec le Sentinel-1, avec l'Octa et puis avec le Netscope. Donc notre Roger qui est sur son PC corporate, la première action qui va être entreprise sur la partie SOAR, c'est de déclencher dans le playbook l'isolement de la machine. Donc en fait on utilise le firewall local de la machine pour tout bloquer. Okay, il n'a plus accès à rien sur le réseau. Deuxième partie, effectivement, notre collaborateur qui pour le coup est mal intentionné, hein, rappelons-le, il va essayer de trouver une porte de sortie à ça, va utiliser son BYOD en se disant je vais essayer de me connecter à mes applicatifs corporate, et au moment où il va se connecter sur son drive, par exemple son SharePoint professionnel, il va être redirigé via l'IDP via son IDP Okta sur une mire d'authentification, sachant que son utilisateur va être suspendu, hein, ça fait partie du playbook. Donc on suspend l'utilisateur, il n'arrivera pas à se connecter depuis son BYOD. Et donc la fin du scénario, c'est de se dire, ok, j'arrive pas à m'authentifier et mon PC corporate est bloqué, du coup je vais utiliser mon iPhone corporate de mon architecture de tout à l'heure, qui lui a déjà une session courante sur Box, et donc sur mon Box, peut-être que je vais être capable de récupérer sur mon téléphone mobile
des données pendant que la session est encore active. Donc c'est pas l'Octa qui va me dropper, il n'y a pas de Sentinel-One dans mon exemple qui m'isole ma machine, j'ai toujours accès à Internet, etc. Et du coup, ben, vu que ma session est courante, je vais essayer de tricher un peu et de récupérer des données. Ok, bah, pas de bol, le Netscope, on va modifier son risque profile à l'utilisateur dans notre playbook. Et du coup, bah, ce risque profile va mettre dans une catégorie où on va l'isoler d'Internet, plus lui donner accès aux applicatifs métiers. Et du coup, c'est le Netscope, le proxy. Donc la session est courante, mais le profil a été changé au sein de Netscope. Et donc l'activité de l'utilisateur va être contrainte pour qu'il n'ait plus accès à grand-chose. Donc nous voici dans la démo de la partie SOAR. Hein. Donc on a notre utilisateur qui a bien accès à ses ressources Office, qui a bien accès à sa plateforme de partage SharePoint. Ok, il a bien accès à tous ses documents. Là-dessus, on est clair. Sur la partie Box, qui est sa plateforme de transfert, il a bien accès à ses différents dossiers. Bref, sa session d'utilisation, de fonctionnement est tout à fait normale. Voilà, il peut accéder à tous les fichiers, tout va bien. Et d'un point de vue utilisage, il a accès à Internet depuis sa machine. Ok. Donc, si on regarde sur notre site web, sur notre PC, je vais lancer un ping vers la gateway et un ping vers Internet, hein, donc qui sont assez représentatifs, assez visuels. Sur mon téléphone mobile, donc on se rend compte maintenant, c'est le mobile professionnel qui est interconnecté en VPN, hein, donc j'accède bien à mes données, je suis sur mon instance professionnelle, je suis connecté sur Box. Donc, comme vous voyez dans l'URL, hein, je ne suis pas connecté au travers du reverse proxy, mais je suis bien connecté en VPN, j'ai une connexion IPsec, j'accède bien aux documents sur le box, voilà, les documents classiques de ma session. Hein, je peux aller chercher mon desktop, peux aller chercher plein de choses au sein de ma session box, tout va bien. Ok, j'accède aux données confidentielles, bref, c'est un device professionnel. Je vais maintenant retourner dans la partie XDR. Donc j'ai mon Roger Kint avec la plateforme Sentinel-One sur lequel son PC corporate est bien connecté, il a bien accès à Internet, on n'a pas verrouillé le desktop firewall. Son utilisateur, il est bien actif au sein d'Octa, donc il peut bien s'authentifier. Et puis au sein de la plateforme Netscope, Roger, il n'appartient à aucun groupe, donc pas de risque user qui serait apporté depuis la partie automatisation. Donc je vais basculer dans mon XDR, je vais aller me connecter sur mes incidents de sécurité, donc je vais prendre mon incident avec Roger Kint, je vais aller sur la plateforme sur laquelle je peux dérouler mes playbooks, je vais lancer le playbook de blocage, je le launch, donc là j'ai les tuiles qui vont apparaître comme quoi effectivement l'utilisateur a été suspendu d'un point de vue Octa, donc là ça met un peu de temps d'un point de vue refresh, mais a été déconnecté du réseau sur son Sentinel-One et on a baissé son score, donc ça c'est une action, c'est un script custom qui a été fait hein, sur la partie low score, c'est un script custom qui a été poussé sur Netscope pour aller changer l'utilisateur de groupe. Donc si je me connecte maintenant sur la plateforme S1, je me rends compte que l'utilisateur est déconnecté du réseau, donc c'est que en gros toutes les actions au niveau du firewall ont été bloquées. Ensuite, il a récupéré depuis l'automatisation un rôle dans le groupe des utilisateurs à risque, et puis d'un point de vue Octa, mon collaborateur Roger, ben, finalement, si je refresh la page, hop, je vais dessus et je me rends compte que son statut est suspendu. C'est-à-dire que quand il essaiera de s'authentifier, cependant un message d'erreur qui dit qu'il ne se connecte pas depuis le bon mot de passe, mais l'utilisateur en réalité est suspendu. Ensuite, d'un point de vue réseau, j'arrive plus à pinguer ma gateway, j'arrive plus à pinguer Internet. Si j'essaie d'accéder à quoi que ce soit sur Internet, donc je sais pas, de refresher la page ou de créer un nouvel onglet avec une nouvelle page, bah, effectivement, je vais me faire dropper. Hein, je vais sur toto.com, le fameux. Donc connexion échouée, donc je suis bloqué d'un point de vue réseau. Ok, mes sessions qui étaient ouvertes vers mes applicatifs métiers sont bloquées. Ok, que ce soit le box, le SharePoint, voilà, tous ces applicatifs sont bloqués et je ne peux plus accéder à mon portail Octa. Là aussi, ma connexion est bloquée. Et ça se justifie en allant regarder un petit peu sur l'agence Sentinel-One. Quand je clique dessus, alors c'est écrit en petit, mais en gros, ça me dit que la machine a été isolée pour des raisons de sécurité et que voilà, globalement, c'est un comportement entre guillemets normal. Pas très sympa, mais normal. Maintenant, si je veux essayer de me connecter, mon Roger, vous vous souvenez dans ma timeline, essaye de se connecter depuis sa machine perso. Donc là, il n'y a pas d'agent Netscope, il n'y a pas d'agent Sentinel-One. Donc d'un point de vue usage,
il n'est pas supposé être bloqué, donc on va aller surfer sur Internet, très bien. On va essayer de se connecter à Newload pour montrer que effectivement j'arrive bien à surfer, super. Très bien. Maintenant, je vais aller sur mon portail Okta. Vous savez que l'entreprise accepte que les collaborateurs se connectent depuis le portail Okta aux différentes plateformes. Donc depuis Okta, j'ai du SSO qui m'emmène vers mes plateformes corporate. Et là, j'essaie de m'authentifier. Donc je tape mon mot de passe, et puis je me fais dropper, mot de passe incorrect. D'un point de vue comportement utilisateur, c'est normal. Ça veut dire que l'utilisateur, il est coincé, hein. Donc il pourra pas se connecter, il pourra plus se connecter au travers d'Octa. Tout ce qui présente une redirection vers l'IDP d'une manière générale, donc comme c'est le cas pour la partie SharePoint qui me redirige vers Octa, bah, si j'essaie de me authentifier, je serai bloqué, je peux faire ce que je veux, je peux aller vers Box, sur la partie Box de la même manière. Donc Roger essaie de se connecter sur son Box, hop, donc on avance. Alors là, j'ai pas forcé le SSO, mais j'aurais pu le forcer nativement. Mais voilà, donc on essaie de se connecter, le SSO nous redirige. On se prend là aussi des échecs d'authentification. Donc c'est le comportement attendu, hein, clairement, il n'arrive pas à s'authentifier. C'est normal. Son utilisateur a été suspendu d'un point de vue Okta. À chaque fois, il va se faire dropper. Bon, très bien. Alors maintenant, notre collaborateur Roger, on avait dit qu'il avait une session courante sur son mobile. Donc on va voir si depuis sa session mobile, il arrive à accéder à Internet. Ah, bah non, il est utilisateur qui a un comportement suspect qui a été détecté. Et donc, si je vais sur ma fenêtre Box qui était loguée et que j'essaie de refresher, bah là, effectivement, même si la session était courante, était ouverte, bah impossible d'accéder à quoi que ce soit. Si je retente d'aller sur Box, pareil, je me fais dropper parce que de toute façon, toutes les connexions web sont passées là-dessus et c'est le comportement qui est attendu. Voilà. Donc, du coup, je vais lancer un déblocage. Imaginons qu'on ait discuté avec notre camarade Roger, il s'est calmé, on va lui réautoriser les accès sur Internet, réautoriser toute sa machine à fonctionner. Donc, on lui baisse son score, on lui remet son compte, on le réactive sur Octa. Donc, on va jeter un petit coup d'œil, je refresh la page d'Octa. Donc là, vous voyez qu'il est suspendu. Mais donc, du coup, je vais refresher la page et notre collaborateur va être de retour au sein du système d'information. Donc, il est actif. Très bien. D'un point de vue groupe, bah, on voit qu'il a disparu du groupe utilisateur à risque au sein de Netscope, hein. Et puis dernière brique, bah, effectivement, d'un point de vue réseau, il est reconnecté, donc il accède bien à son réseau. D'un point de vue poste de travail, il va récupérer ses accès réseau. Ok, donc on voit qu'on peut faire un scénario de déblocage qui pourrait être suivi à la suite typiquement d'un passage avec un administrateur de cybersécu qui va décider, ou d'un manager, hein, qui va décider de réhabiliter les accès aux collaborateurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous aurez pu avoir des informations intéressantes sur ce Tech Lab. Donc pour ceux qui ont assisté à ce lab aux assises, je vous invite à assister aux autres ateliers disponibles pendant les Tech Labs des assises. Les vidéos de ces ateliers, elles aussi, seront postées de façon à ce que vous puissiez les consulter sur YouTube. Voilà. Et donc, en conclusion, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, nous sommes là pour vous épauler sur vos projets d'infrastructure de cybersécurité. Je vous souhaite une très bonne journée.